À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport à travers les maisons régionales de la performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de préparation mentale avec Alexis Pinturo et Stéphane Quittet. Les animateurs seront Stéphane Germain et Patrick Juvin, tous deux conseillers haut niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui on va parler de préparation mentale et on a la chance d'accueillir un multiple champion de ski alpin, Alexis Pinturo, bonjour. Bonjour. Et son ex-entraîneur, Stéphane Quittet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors Alexis, Stéphane, on va vous laisser vous présenter. Alexis. Donc skieur alpin, 32 ans, issu de Courchevel, pour faire assez court, triple champion du monde, multimédaillé olympique. Et puis plusieurs globes de cristal. Le globe de cristal, c'est quoi ? C'est le vainqueur du classement général sur une saison dans une ou plusieurs disciplines en fonction du classement. Et Stéphane Quittet, il a donné son âge, donc je vais donner le mien, 57 bientôt. Donc j'entraîne depuis que j'ai 21 ans. Donc ça fait un beau temps et je me suis formé à la prep mentale 2014-2015. J'ai encore entraîné derrière un an. Au niveau de la fédé, au niveau des top athlètes groupe Coupe du Monde. Ensuite, j'ai coaché l'hiver du côté de Courchevel des petits U10 et je suis revenu à l'entraînement la saison passée, un peu à la demande, même beaucoup à la demande d'Alexis, pour refaire une saison avec lui la saison passée. Et là, je me remets complètement dans mon activité de préparateur mental. Voilà. Alors Stéphane, tu es à la fois préparateur mental et entraîneur, comme tu viens de nous le dire, enfin ex-entraîneur. Comment est-ce que tu gères cela ? Est-ce que le fait d'avoir cette double casquette, est-ce que c'est une force supplémentaire ? Alors comment je gère ça ? En fait, je l'ai géré la première fois, c'est quand j'ai fait ma formation à Clermont-Ferrand au niveau du DU de Clermont. Et l'année qui a suivi le DU de Clermont, j'ai pris la responsabilité du groupe technique. Et donc en fait, mon boulot c'était de gérer ce groupe-là et d'être entraîneur et avec on va dire peut-être des compétences un peu nouvelles, voire renforcées quoi. Voilà. Mais mon boulot c'était pas de faire de la prep mentale, c'était de faire entraîneur et chef de groupe. Et cette année avec Alexis de la même façon. Enfin, je suis coach, j'ai entraîneur avec cette on va dire ce truc supplémentaire quoi. Et par conséquent, est-ce que tu intégrais des outils de préparation mentale dans tes entraînements ? Alors quand on parle de prep mentale, on parle très vite d'outils et c'est pas vraiment un mot qui me vient tout de suite à l'esprit. Je pense que ce qui fait peut-être la différence ou ce qui est peut-être plus important, c'est au travers de la formation de prep mentale, c'est peut-être qu'on apprend aussi à mieux se connaître soi-même, c'est aussi, je pense, un truc hyper important de prendre conscience de quelle posture on a, posture haute, posture basse, il y a pas mal de choses comme ça auxquelles on n'est pas formé quand on est formé au métier d'entraîneur et qu'on apprend sur la prep mentale et on ne sait pas forcément, j'ai pas forcément utilisé des outils purs et durs de prep mentale. Parce qu'on voit souvent, enfin Alexis tu vas confirmer, mais on voit souvent les skieurs qui font de l'imagerie mentale avant les compétitions, donc c'est bien un outil ou est-ce que vous l'utilisez régulièrement, souvent, enfin tout le temps ou Oui, en fait c'est de l'imagerie, mais ce qui vient de notre sport, c'est-à-dire que ça c'est presque inné. On grandit en le faisant, on apprend en le faisant. C'est la reconnaissance une fois qu'on l'a faite, on a du coup le tracé en tête, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça nous permet d'anticiper potentiellement quand il y a des endroits un peu compliqués ou étriqués, et à la vitesse où on va, c'est important de savoir où on met les pieds ou le plus possible. Donc ça c'est quelque chose qu'on apprend, mais on n'a pas besoin de préparation mentale pour faire ça. Je dirais que c'est de la même manière qu'on apprend un peu à marcher. Derrière on le fait instinctivement et c'est des mécaniques qu'on a et qu'on acquiert avec le temps. Après, pour rejoindre Titou, c'est aussi tout simplement dans ce qu'un entraîneur dit, la manière dont il le dit. Il y a toujours 1000 façons de faire passer un message, et
Et autant il peut y avoir des messages qui mettent soit de la pression, soit le message est négatif, ou alors il peut être perçu comme quelque chose de négatif, alors qu'il veut dire la même chose si on le dit avec d'autres mots, et par contre si on le dit à l'inverse avec des mots qui peuvent être positifs ou quelque chose qui peut être galvanisant, le message est le même, mais le ressenti derrière a rien à voir. Donc c'est aussi ça la préparation mentale, c'est qu'est-ce qu'un entraîneur dit, comment il le dit, et derrière ça permet dans leur formation d'accompagner les athlètes au mieux et de les mettre dans les meilleures dispositions dans leur performance. Et toi, justement, t'as senti une différence avec l'entraînement de Stéphane, ou sa posture, et ce qui se passait avant? Titou, en fait, moi je le connais depuis longtemps, parce que comme il l'a dit, il était entraîneur déjà avant du groupe dans lequel je faisais partie, du groupe donc fédéral dans lequel j'étais, et on a travaillé longtemps ensemble, donc 5 ou 6 ans, puis ensuite il est parti, il s'est consacré essentiellement à la préparation mentale, et derrière on a retravaillé toute cette saison ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai toujours apprécié Titou justement pour ça. Donc Stéphane quittait Titou, c'est comme ça que je l'appelle. Et j'ai toujours apprécié parce que il y a bien entendu l'entraîneur, mais il y a aussi les messages et les mots qu'il véhicule, et en même temps la confiance qu'il peut donner aux entraîneurs qui l'entourent. Forcément, quand on est chef d'équipe, derrière on travaille avec des gens, et un chef d'équipe, en fonction de la pression, comment il l'a subie et comment il l'a retranscrit, il ne fait pas vivre les mêmes choses aux gens qui l'entourent. Et donc du coup, Titou a toujours été quelqu'un qui a été très bon là-dedans, notamment je pense lié à sa formation. Et moi c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié énormément, bien entendu. Pour resituer, il est où l'entraîneur pendant la compétition? Toi, tu te situais où? T'étais au départ? T'étais à l'arrivée? Cette année, j'étais au départ, et la dernière année que j'avais fait avec tout le groupe, j'étais aussi sur la gestion du start, ouais. C'était une volonté un peu des athlètes, et je voulais juste revenir sur l'imagerie, la visualisation, pour rajouter par rapport à, si tu veux, comme l'a dit Alexis, en fait, les skieurs, ils l'apprennent de façon très implicite, voilà, parce qu'on doit mémoriser un parcours, parce qu'on fait aussi une discipline à risque, et les disciplines à risque, elles développent des habiletés mentales de façon très implicite. Enfin, voilà, ça se fait tout seul, comme il dit. Et par rapport à l'imagerie, par exemple, moi, la formation en prep mentale, elle m'a appris ce que c'était. Même si je l'ai pratiqué moi en tant qu'athlète, même si je vois mes athlètes le pratiquer, mais là concrètement je sais son profil d'imageur, je sais qu'il est il est auditif, il est visuel, interne, externe, et ça me permet aussi au travers moi des mots, si je lui parle d'un tracé, si je lui parle du rythme, je sais que ça lui parle plus que si je lui parle des ressentis qu'il doit avoir, parce qu'il est pas du tout comme ça, voilà. Et ça, c'est les formations en prep mentale qui me l'ont appris, c'est rien d'autre, ça permet simplement d'être plus pertinent, sans forcément se dire, tiens, là, on fait de la prep mentale, voilà, Et alors, donc tu testes chaque skieur que t'entraînes? C'est intéressant de connaître le profil d'imageur de ces athlètes dans leur discipline. Après, ça peut peut-être être différent dans d'autres domaines, mais dans le domaine là, ouais, parce que tes consignes, ce que tu leur dis, ce que tu leur demandes, tu leur demandes peut-être pas de la même façon si t'as quelqu'un qui est très visuel ou quelqu'un qui est très kinesthésique, qui a pas d'image, ou ça arrive aussi de temps en temps, ou quelqu'un qui est très auditif. Mais ça, ils le savaient même pas, quoi. Et comment est-ce que tu t'arrives à favoriser je dirais le bon niveau d'engagement pour être prêt le jour J, en fait? Alors avec Alexis, je crois que le bon niveau d'engagement, c'est lui qui sait où il va le mettre et comment il va le mettre. Moi, j'essaye de pas le perturber là-dessus. Enfin, voilà, c'est son truc. Enfin, il se connaît très bien. Après, on est, quand je suis avec Alexis, je suis avec un athlète de très très haut niveau qui se connaît très 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 bien, quoi. Et donc Alexis, toi, tu as déjà des outils là-dessus où tu te gères tout seul en autonomie. L'idée, c'est de toi te rendre autonome sur un petit peu la préparation mentale, sur comment tu vas rentrer dans la compétition. Oui, bien sûr. En fait, un athlète, son but, c'est qu'il soit le plus autonome possible.
parce que faut pas se leurrer, c'est pas quelqu'un d'autre qui fera les choses à notre place. Quand on parle d'entraîneur, quand on parle de préparateur mental, quand on parle de technicien pour ceux qui font nos skis, etc., c'est des gens qui nous accompagnent et qui doivent accompagner finalement l'athlète au plus haut niveau pour lui donner le plus de clés possible pour qu'au moment où le jour J, il puisse être performant. Mais celui qui est performant, en fin de compte, finalement, ça reste l'athlète. Donc il doit être autonome, il doit arriver à prendre toutes ces clés, et après il faut pouvoir le répéter, bien entendu. Il faut arriver à le reproduire, il faut essayer d'ailleurs de se l'approprier pleinement. Et ça prend déjà du temps, bien sûr, mais ça demande aussi d'apprendre à se connaître, ça demande de l'expérience, et ça s'acquiert avec le temps. C'est aussi en étant confronté à des échecs ou à des apprentissages, parce que moi j'ai plus tendance à parler d'apprentissage que d'échecs. L'échec permet finalement de franchir des paliers, de progresser, et c'est que quand on reproduit les mêmes erreurs que là on peut réellement parler d'échec. Et ça, de la même manière, j'ai beau avoir un palmarès relativement fourni, on continue de vivre, et je continue de vivre plus de revers d'une certaine manière que de réussite. Sauf que les médias n'en parlent pas, de l'extérieur ça se voit pas, mais c'est une réalité. Et je vais reprendre ce que disait Michael Jordan, j'ai loupé beaucoup plus de paniers que j'en en ai mis. Donc du coup, c'est la vie qui est comme ça, et c'est quand on est confronté à tout ce qu'on n'arrive pas ou on n'arrive pas à entreprendre, que derrière on apprend et on trouve des solutions pour devenir meilleur, pour devenir plus performant, et qu'on franchit des paliers grâce aussi avec les gens qui nous entourent, ou alors quand on est confronté à un échec, on prend une autre direction et du coup on s'entoure de nouvelles personnes. Voilà, ça fonctionne en fait à chaque fois comme ça, et c'est important derrière de se poser les bonnes questions, bien entendu, parce que c'est grâce à ces questions que ça nous fait avancer. Et si on prend l'exemple d'une compétition, majeure ou pas majeure d'ailleurs, comment les choses elles sont abordées, comment t'abordes un peu la journée? Est-ce que t'as une journée type dans ta préparation? Est-ce que vous avez une relation à ce moment-là? Jusqu'à quand tu parles à ton entraîneur? Est-ce que tu te mets dans ta bulle? Alors, grosso modo, on se lève tôt. Après, je fais généralement un échauffement, un réveil musculaire où je me réveille tout doucement. Derrière, on va aller sur les skis. Là, on va de nouveau faire un échauffement sur les skis. Donc, il va y avoir des tracés qui vont être mis en place sur une piste qui est annexe. Donc là, on fait deux ou trois passages, pardon. Ensuite, on va à la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est quoi? C'est là où on prend les informations du tracé sur la piste, on passe dans le tracé mais en dérapage, c'est-à-dire que ce qu'on fait normalement en 1 minute, là on le fait en 45 minutes. Donc on descend en 45 minutes en dérapant, on n'a aucunement l'autorisation de skier dans le tracé. Là c'est uniquement du dérapage, et on apprend pour nous permettre de visualiser ensuite. Et de savoir où on pense passer, comment on pense le faire, etc. Mes entraîneurs à ce moment-là sont toujours présents. À partir du moment où je suis sur les skis, mes entraîneurs sont toujours présents. Titou notamment, qui lui était toujours avec moi, donc notamment sur le départ, ce qui fait qu'il était tout le temps avec moi sur l'arco, parce que en étant au départ, il a les mêmes informations que moi, on parle de la même chose, c'est lui qui me donne les dernières informations s'il y a des nouveautés. Je sais pas, un exemple tout bête, on s'élance les uns après les autres, donc le tracé peut marquer, et il peut y avoir des portes qui marquent plus que d'autres. Donc derrière, c'est des informations que les coachs qui sont sur la piste peuvent faire remonter au départ. Et Titou, c'est lui qui me donnait ce genre d'informations, c'est lui qui m'apportait aussi éventuellement une certaine forme de motivation ou du réconfort, ou m'aider à m'activer, ou alors à l'inverse à me détendre davantage en fonction des besoins. Et après, il s'ensuit, juste après la reconnaissance, une période de environ 45 minutes où là, on va au départ, on fait un dernier échauffement physique, on continue de faire de la visualisation, on se prépare aussi, tout simplement, on met toutes les protections en dessous de notre combinaison, et on va au départ. Et au moment où je suis au départ, c'est les dernières minutes que je passe généralement avec mon préparateur physique et mon entraîneur qui est au départ, donc là en l'occurrence Titou. Jusque 2 minutes, 3 minutes avant le départ. On n'échange plus réellement 2-3 minutes avant, mais jusqu'à
6-7 minutes avant mon départ, ouais, là on est encore susceptible d'échanger sur des sujets bien particuliers. Si je peux avoir des interrogations, il y répond. Il va même questionner les entraîneurs qui sont en place sur la piste, etc. Et la gestion de l'attente, des fois elle est compliquée. J'imagine qu'il y a des fois plus d'attente que d'autres. Après c'est une vraie routine, hein. C'est une vraie routine. Il est très calé. Enfin, il y a pas de. Après il peut y avoir en ski quand il y a notamment en vitesse quand il y a un carton. Des temps d'attente qui sont un peu imprévus, mais là de la même façon, enfin c'est relativement bien calé. Comme en Formule 1, le temps d'évacuer une voiture, ben là c'est un peu la même chose. Le temps d'évacuer l'athlète blessé, ça prend du temps et du coup il y a un arrêt de course et ça peut durer 20-25 minutes, une demi-heure si la blessure est grave. Le temps que l'hélico en fait héliporte l'athlète. Ouais. Donc ça vous le savez, vous êtes au courant quand ça arrive. Généralement au départ les coachs ils apprécient pas trop nous dire oui il y a eu un gros carton. Sauf que quand l'arrêt course dure plus de 15 minutes, on est tous avertis en tant qu'athlète, on a tous très bien compris sans le dire que le carton demandait un hélico et que c'est pour ça que ça mettait autant de temps et que généralement 15 minutes, il y a pas d'arrêt de 15 minutes. Si c'est 15, c'est au moins 20 voire 25 quoi. Et là c'est compliqué de rester dans la course ou ça fait partie de notre milieu, j'aurais envie de dire oui bien entendu, en fait ça peut être un peu plus anxiogène. Notamment en fonction du tracé, en fonction de la piste, mais ça reste quelque chose qu'on doit apprendre à maîtriser et qui fait partie pleinement de notre milieu. Et je pensais à la partie compétition des fois qui amène un stress différent. Est-ce que toi t'es amené en tant qu'entraîneur à recréer des situations de compétition pendant l'entraînement, ou est-ce que tu l'as déjà fait, ou voilà. Est-ce que c'est un peu compliqué à faire. Enfin on l'a pas beaucoup fait, hein. On l'a même quasiment jamais fait. On l'a fait peut-être une fois avant Zolden. Un peu à Courchevel, quand même, pour préparer les mondiaux. Ouais, c'était pas, c'est compliqué parce qu'il y a tout ce qui est autour, qui existe pas, etc. Et alors peut-être, et en plus avec Alexis, enfin, qui a l'habitude de gérer, ces hauts niveaux d'attente et d'enjeu, quoi. Je sais pas si, c'est compliqué de le refaire vraiment, quoi. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on est déjà jamais sur les mêmes pistes que la piste de compétition. On ne peut pas s'entraîner sur la piste de compétition 5 jours avant la compétition en elle-même. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes conditions de neige. En n'ayant pas les mêmes conditions de neige, ben c'est difficile de faire des vrais tests ou alors de se mettre vraiment en configuration. C'est comme si on dit pour un sprinter qui fait du 100 mètres, il va courir sur du tartan ou alors il va courir sur du gazon. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et nous, c'est la réalité à laquelle on est confronté. Par contre, on peut essayer le plus possible de s'en rapprocher. Par exemple, je citais justement Courchevel, Titou, avec mon deuxième entraîneur, ils avaient tout fait pour essayer de faire une deuxième manche déjà, enfin des conditions d'entraînement qui étaient à l'heure de la deuxième manche de la compétition, donc à 14h30. Donc du coup, on s'entraînait à 14h30 pour avoir à peu près les mêmes conditions de lumière déjà. Donc ça c'est un exemple. Ils ont essayé de travailler la piste le plus possible pour essayer de se rapprocher, la piste d'entraînement, hein, pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on pouvait avoir en course ou ce qu'on supposait qu'on aurait le jour de la course. Mais voilà, c'est toujours délicat. Ça demande aux entraîneurs de prendre beaucoup d'informations, que ce soit de la fédération internationale, que ce soit sur des bénévoles qui sont sur la piste, que ce soit au travers d'appels. Alors oui, c'est notre quotidien, mais pour autant, c'est très difficile d'avoir les mêmes conditions sur deux pistes complètement différentes. Après, je pense que ta question, elle portait plus sur je me mets en mode compétition, quoi. C'est ça? Non, mais ça peut même être recréer les conditions. Il y avait des conditions de neige, de visibilité, comme ça. Et après, je pense qu'il y a un athlète, des fois, il joue avec ça. C'est-à-dire qu'il se met en mode, Alexis, soit à l'entraînement, il est en mode testing matériel, donc il est vraiment à l'écoute de ses sensas. Ou alors, je pense qu'il est en capacité aussi de se mettre en mode un peu plus compète. Après, concernant Alexis, il a pas forcément besoin de ça parce qu'il il a une approche de la course et se mettre dans le mode course. Juste un exemple, en discutant ce printemps, quand on discute de comment il fonctionne en course, il coche, l'état de flow qui a été identifié.
je sais plus le nom du fameux psychologue, c'est un nom un peu compliqué, Zilaski, je sais plus quoi, masse. Et en fait, il coche beaucoup de caractéristiques à chaque fois qu'il a une compète, quoi. Donc c'est pas problématique par rapport à lui, quoi. En gros, à chaque fois c'est quasiment état de flow, quoi. Donc c'est quelque chose qui a pas forcément besoin de travailler. C'est bien de l'avoir identifié, mais donc à l'entraînement, on n'est pas forcément à vouloir reproduire la course. Son approche de la course, elle est déjà bien là, quoi, même carrément. Vous parliez de carton tout à l'heure, alors c'est vrai que le ski est assez accidentogène. Comment est-ce que toi tu gères une période de blessure au niveau mental ? Déjà, j'ai la chance de pas en avoir eu énormément. J'ai eu il se blesse pas. j'ai eu meilleure gestion possible. Il se blesse pas. En fait, ça commence déjà par là. C'est-à-dire qu'un athlète, pour essayer d'être performant et le plus longtemps possible, ça passe par énormément de préparation physique. Le physique nous permet de pallier à beaucoup de blessures, voire l'essentiel en tout cas. Bien entendu, il y a toujours des facteurs limitants qui nous contraignent d'une certaine manière à la blessure. Mais quand on arrive déjà à mettre ça de côté, c'est déjà une bonne chose de faite. Après, par contre, ça m'a pas empêché d'avoir quelques blessures, pas aussi graves que ce qu'on a habituellement. Donc, j'ai jamais eu de ligament croisé du genou, notamment. Par contre, j'ai déjà eu une commotion cérébrale. J'ai déjà eu rupture de tous les ligaments de la cheville. Mais ça, c'est des petites blessures entre guillemets pour un skieur. C'était au tennis, hein, la cheville. Et puis des fractures, mais des fractures assez bénignes qui étaient essentiellement sur les avant-bras, les poignets ou les mains. Donc ce qui fait que ouais, tu peux te reprojeter assez rapidement dans la compétition du coup. Oui, alors à la limite on peut prendre l'exemple de ma cheville, parce que là c'était 3 mois opération et puis 1 mois et demi d'immobilisation et puis ensuite le temps de reprendre tout doucement, c'était 3 mois de réathlétisation. Donc c'est pas énorme, mais ça reste quand même 3 mois. Ça m'empêchait du coup d'être là sur la première épreuve de la Coupe du Monde, donc de l'hiver. Mais j'ai toujours réussi à assez bien accepter les blessures. Certaines sont même intervenues en pleine saison. Derrière, j'ai dû être à l'arrêt quand j'étais plus jeune, surtout pendant 1 mois et demi en plein milieu de la saison. Et là où ça devrait peut-être être un peu un coup d'arrêt ou un coup dur, ça m'a plutôt toujours conforté dans l'idée de me dire de toute façon c'est comme ça, alors maintenant on va prendre son mal en patience, on va se reposer, on prend souvent moins de temps que ça pour se reposer, alors que là c'est des périodes où on peut faire un break, on peut être peut-être un peu plus loin du ski. Bien entendu, il y a toute la phase de réathlé qui prend quand même beaucoup de temps, mais on s'évade quand même plus facilement de notre milieu quand on est blessé. Et moi, j'ai réussi toujours à m'évader ou à accepter de m'évader pour pouvoir revenir quand je serai prêt et au moment où j'aurai tout récupéré. Donc, la blessure passe toujours par une phase d'acceptation et l'acceptation permet ensuite de se mettre dans un mode de convalescence et de récupération derrière. J'ai une petite question. T'as été champion du monde là récemment à Courchevel, donc à la maison, en France en plus. Est-ce que ça a été une pression supplémentaire ? Parce qu'en fait, on est quand même à 1 an des JO, et si t'as des conseils à donner pour les entraîneurs et les athlètes qui vont faire les JO à Paris ? Alors, ça n'a pas été une pression supplémentaire en tant que telle, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Je pense que j'ai été parfaitement conscient de ce que j'allais vivre pendant ces mondiaux. J'étais conscient qu'il allait y avoir énormément d'enjeux, j'étais conscient qu'il allait y avoir énormément de gens qui viendraient pour me supporter, que ma famille serait là, que mes amis seraient là, que tout le village serait là, et essentiellement pour me supporter, pour supporter les Français, oui, mais aussi bien entendu moi. Donc courir à la maison, c'était quelque chose qui était bien entendu d'une certaine manière stressante, mais je l'ai pas vécu comme ça. J'ai réussi plutôt à prendre le bon côté de la chose, donc prendre du plaisir, vouloir au contraire donner le meilleur de ce que j'étais capable de donner, vouloir bien entendu surfer avec cette ligne de crête, et puis après arriver aussi à mettre peut-être la contre-performance de côté, quoi. Et c'est en réussissant à mettre tout ça de côté que j'ai réussi à faire ces beaux mondiaux, ces magnifiques mondiaux même. Et je pense que il faut être pleinement déterminé sur cet objectif,
et en même temps vouloir lâcher prise. Si on n'arrive pas à lâcher prise quand on court à la maison, donc si on n'arrive pas à... Qu'est-ce que c'est lâcher prise? C'est arriver à complètement faire l'abstraction d'une contre-performance, arriver à faire abstraction de tous ces gens qui viennent pour nous soutenir, qui sont certes une motivation, mais en même temps une certaine forme de pression. Et il faut arriver à mettre tout ça de côté pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est vraiment de donner le meilleur de ce qu'on sait faire, et en même temps se faire plaisir, parce que vivre ce genre d'émotion, c'est rarement donné à beaucoup, et surtout dans une carrière de sportif. Ça se travaille ça à l'entraînement, Stéphane, ou le lâcher prise, les... Je sais pas si ça se travaille à l'entraînement, mais c'est vrai que par rapport aux mondiaux à la maison, c'est quelque chose qu'on avait dans les discussions du printemps clairement ciblé, clairement noté. C'était l'objectif de la saison. Enfin, faut pas se cacher par rapport à ça. Faut bien l'afficher. Et je crois que ce qui a fait la diff, c'est comme le dit Alexis, enfin une énorme détermination, et puis la vision de ce truc, que ce soit la sienne ou moi la mienne, c'était aussi, moi là où j'habite, je vois la piste, donc c'était, on l'a pris comme je pense que on peut dire nous tous, enfin tout le staff, c'est vraiment un beau challenge, quoi. C'était quelque chose il y avait très très positif, quoi, dans l'approche truc. Après le lâcher prise en compétition, comme je vous l'ai dit, c'était déjà, en discutant avec Alexis, c'est quelque chose qui l'a et qui fait quasiment à chaque fois. Alors là, il y a eu un surplus d'énergie, de détermination. On a aussi d'autres facteurs, hein. Le facteur matos en ski, il est très important. Ça c'est quand même bien aligné là sur ces mondiaux. C'est pas passé loin d'une 3e médaille en géant parce que le matériel était là aussi, avait bien progressé là-dessus. C'était, il y a plein de facteurs qui font que ça se joue à tellement peu qu'il faut quand même pas mal de choses s'alignent. Mais voilà, tout ce qui était sous son contrôle, il l'a aligné, quoi, ce jour-là, clairement. Et on a parlé de l'avantage à la maison, mais le fait d'arriver avec la casquette de favori un petit peu, comment ça se passe? Est-ce que là, sur les prochaines compétitions, c'est le cas? Et si oui, est-ce que tu abordes les choses différemment? En fait, dans ma carrière, j'ai vécu un peu tout ça. C'est-à-dire que j'ai abordé des événements en étant ultra favori, j'ai abordé des événements en étant un peu plus parmi les favoris, mais un peu plus l'outsider quand même. Et je pense que le principal, c'est de faire justement abstraction de ça. Alors oui, quand on est l'ultra favori, c'est pas toujours facile, surtout sur les grands événements, parce qu'il n'y a pas uniquement les médias français, il y a les médias internationaux, et il y a énormément de médias sur les grands événements. Donc à force, en fait, on a beau faire une grosse préparation et être complètement perméable à tout ce qui nous entoure, imperméable, à tout ce qui nous entoure, à force de répétition, c'est comme si on gratte sur une coquille. Quand on entend une chose une fois et qu'on gratte une seule fois sur une coquille, on fait pas grand chose. Quand on gratte 2 fois, on fait pas grand chose. Quand on gratte une centaine de fois, on commence à attaquer la coquille. Quand on la gratte 1 millier de fois, au bout d'un moment, ça commence tout doucement à rentrer. Et les mondiaux, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, je parle des médias, mais il y a aussi tous les gens qu'il y a autour, et ça peut être aussi les entraîneurs, ça peut être les partenaires, ça peut être les supporters. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, il faut arriver dans ces moments-là, surtout quand on est ultra favori, à être dans une certaine forme de bulle, à être dans une certaine forme de cocon. Moi, par expérience, ce qui fonctionne le mieux pour moi, surtout pour ce genre d'événement, c'est d'être un peu hors cadre. Donc à la limite dans un appartement, pas forcément toujours au sein de la fédération ou pas dans les villages olympiques, ce qui fait qu'on vit un peu en dehors, et en même temps on a une tranquillité et notre vie privée qui fait qu'on arrive à se concentrer sur l'essentiel, parce que la course en elle-même prend déjà une tonne d'énergie. Donc si toutes les choses qui sont autour prennent aussi une 2e tonne d'énergie, on se lève 2 fois la charge au lieu de la lever qu'une seule fois, quoi. Donc du coup, moi ça a toujours fonctionné pour moi d'arriver à être un peu plus isolé, un peu plus à l'écart, de pouvoir souffler, du coup sortir d'une certaine manière de ce milieu qui peut prendre, donc comme je disais, énormément de temps et d'énergie. Et ça, pour ma part en tout cas, ça a toujours été bénéfique. Et toi, Stéphane, ça t'arrivait de faire tampon, justement, sur
cette pression, ou des fois de recevoir des journalistes ou... En fait, dans l'organisation là sur Courchevel, comme l'a dit Alexis, enfin, il s'est isolé, il a pris un appartement. Il n'y a pas eu besoin de faire tant le tampon que ça. Enfin, après, Roman qui gère les médias l'a bien fait. Enfin voilà, c'est toute une gestion qui se fait autour d'Alexis en fonction de comment il sent le truc. Ça c'est parfaitement bien géré là-dessus quoi. Alors voilà, on savait, comme dit Alexis, enfin on savait où on allait là-dessus. Alors moi des fois je fais un peu le tampon quand on traverse, qu'il y avait un peu du monde là, tu te mets devant et pour qu'ils perdent pas trop de temps parce que t'as plein de monde qui veut faire signer un truc, voilà, ça peut être le jour de course, hein. Après une fois que la course est terminée, c'est moins problématique. C'est quoi la suite pour vous, enfin pour toi Alexis là actuellement t'es en pleine préparation là? Pleine préparation, on rattaque du coup le ski, enfin je vais rattaquer le ski mi-août, et puis derrière les premières compétitions qui seront fin octobre, comme d'habitude à Zolden, et on va repartir pour une nouvelle saison. Je vais changer légèrement un peu mes objectifs, je vais changer les disciplines sur lesquelles je m'alignais. Maintenant j'ai l'intention de faire davantage de descente, pour pourquoi pas aller chercher une victoire dans cette discipline qui est la seule discipline où je n'ai pas encore gagné en ski alpin. Et ce qui veut dire par contre faire une concession, donc abandonner tout doucement le slalom. Donc c'est un choix de carrière, c'est un choix de fin de carrière, je dirais, dans le but de m'épanouir dans une discipline où j'y ai jamais consacré énormément de temps, contre ma volonté d'une certaine manière. J'avais toujours à cœur d'aller chercher le gros globe de cristal, d'être performant aussi justement sur les championnats du monde de Courchevel-Méribel. Donc il fallait que je continue dans mes disciplines les plus fortes. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle phase de ma carrière, j'ai atteint un grand nombre de mes objectifs et je peux me consacrer du coup à, on va dire, à des nouveaux, ou à un nouveau notamment. Bien entendu, j'ai toujours à cœur de rester performant en géant et en super G. Mais m'ouvrir la porte de la descente, c'est quelque chose qui m'a toujours animé et je suis très heureux de le faire pour la fin de ma carrière. Alors il faut que tu sois un petit peu plus lourd ou comment ça se passe? Ouais, il faut que je gagne un peu de poids. J'ai déjà gagné un peu de poids à l'heure où on se parle, mais c'est pas l'objectif de prendre 5-6 kilos sur une première année. On va voir avec le temps. Là, déjà cette année, si j'arrive à prendre 3 kilos avant d'attaquer la saison, ce serait déjà pas mal. Quand je dis 3 kilos, c'est pas 3 kilos de gras, hein, c'est 3 kilos de masse maigre. Donc c'est pas forcément une mince affaire. Il faut avoir le bon volume d'entraînement, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, il faut garder cette explosivité aussi et surtout. Donc il faut gagner en force mais garder en explosivité. Et ça prend du temps. Donc la transformation se fait au jour le jour et commence à se faire. Et toi Stéphane, la suite pour toi? Et moi je vais partir en vacances. C'est bien aussi. Je vais partir en vacances. Non, moi j'interviens à Albertville, là au niveau du centre national, sur les jeunes skieurs, freestylers, snowboarders qui sont au lycée Albertville. Et puis je vais partir en vacances la semaine prochaine, ouais. Je vais passer un mois d'août en vacances. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Voilà. Un dernier mot, si vous avez un conseil pour ceux qui vont faire les Jeux en 2024. Si vous avez un conseil aux athlètes ou aux entraîneurs. Moi je dirais les entraîneurs, pas prendre les choses trop à cœur, arriver à se détacher d'une certaine manière de l'événement et au contraire transpirer le bonheur auprès de ses athlètes et non pas transpirer le stress auprès de ses athlètes. Donc ça c'est pour côté entraîneur, et puis après les athlètes qui s'amusent, qui soient épanouis, qu'ils oublient pas ce pourquoi ils se sont entraînés pendant si longtemps, ce pourquoi ils sont là, et donc du coup qui mettent au cœur de leur motivation bien entendu la performance, mais sans oublier le plaisir de vivre ces Jeux Olympiques à la maison. Et Stéphane, t'as un conseil? Moi je dirais déterminer, vraiment de la détermination à tous les étages, déterminer et puis comme le rappelle Alexis, il faut que ça se fasse dans la sérénité, quoi. Déterminé avec du détachement. Alors je sais pas ce que ça peut donner tout ça, mais voilà. Des grandes choses. Ça peut donner des grandes choses. On l'espère. Merci à vous en tout cas pour Merci à vous deux. La richesse de l'entretien. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Creps Centre Val-de-Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.